Je pense que oui. Ce qui compte, c'est d'avoir les bons fournisseurs, les bons produits, puisque comme je l'ai dit, ce n'est pas notre ADN à nous. Et ensuite, d'avoir une excellente connaissance à la fois du marché, bien entendu, du client, et des caractéristiques logistiques des différentes villes. Notamment le long de la circulation, ça n'a rien à voir avec Paris, etc. Parlons pas de circulation. C'est un sujet qui fâche. Non. Une autre question. Moi, je suis très impressionné par la réussite, et d'autant plus que j'arrive toujours pas à voir où est la différenciation quand même par rapport aux autres acteurs. Donc, tu as parlé de surprise, d'abonnement par mois, tu as donné un tarif par mois qui me paraissait bas d'ailleurs, mais j'ai peut-être mal compris le chiffre. C'est bien 10 € par mois et par collaborateur. 10 € par mois par collaborateur. Et avec ça, on peut créer un programme. Et on crée un programme, d'accord. Exactement. Et un programme, c'est ça qui change dans ce cas-là d'une prestation. Exactement. C'est un événement, en fait, on propose des outils pour les services RH sur ce cas-là, qui permettent de créer un micro-événement tous les mois entre les collaborateurs avec un buffet à thème et avec du coup un sujet de discussion, un sujet de convivialité qui va permettre de resserrer les équipes et de répondre à des problématiques que toutes les entreprises connaissent, qui sont celles de la fidélisation de Génération Y, de la reconnaissance, de la valorisation. Ça ne vous a pas échappé, dans 15 jours, c'est la Saint-Valentin, 14 exactement. Et donc nous, on va proposer à nos clients des buffets pour la Saint-Valentin, et on va surtout proposer à nos clients de déclarer leur flamme à leurs collaborateurs. Alors comment est-ce que ça se matérialise? Tout simplement, voilà, exactement. C'est une tendance de fond. Exactement. Et donc comment est-ce que ça se matérialise? On va proposer des buffets et en fait une collection de macarons qu'on fait bien sûr à la durée, où ça va être Twitter loves you, Dailymotion loves you, Good Morning loves you, le Salon des entrepreneurs loves you, par exemple. D'autres questions? Non? Si, tu disais un petit bout d'investissement. Donc pour l'instant, c'est autofinancé. La croissance le sera-t-elle, ou bien est-ce qu'il faut maintenant chercher de lever de l'argent et sur quel... Maintenant, ça devient intéressant de lever de l'argent. Je pense qu'il y a 6 ans, on n'aurait pas été capable de faire un pitch, on n'aurait pas été capable d'avoir un business model qui paraissait aussi ambitieux. Tout simplement déjà parce qu'on ne se doutait pas de la demande qui existait sur ce marché-là, et on a été hyper surpris de voir autant de clients différents, de tous domaines confondus, que ce soit des médias, des startups, des groupes de formation, des cabinets d'audit, etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une stratégie où on veut aller chercher de l'investissement, tout simplement parce qu'on en est aujourd'hui à 50 nouveaux contacts qui nous contactent toutes les semaines, et qu'il faut des commerciaux pour les exploiter, qu'il faut des nouvelles offres en permanence, et qu'on sait qu'on peut encore plus alimenter cet outil marketing. Donc ce serait dommage de ne pas exploiter le maximum du flux qui vient chez nous en ce moment. J'ai une petite question. Quel est le volume minimum par livraison et maximum si on a? Alors maximum certainement pas, c'est pas très entrepreneurial. Donc on n'a pas de maximum. Jusqu'ici on n'a jamais refusé une commande ni refusé quoi que ce soit. Aucun défi, ni challenge, ni client. Et en termes de minimum, il est très simple, il est fixé à 65 € hors taxe, tout produit confondu. Et si jamais on n'atteint pas le minimum, on a un forfait à 12 €, donc juste de livraison. Donc potentiellement, on peut vous livrer un thermos de café. C'est tout le suite d'avoir rendu la livraison de petit déjeuner accessible. Et donc 65 €, globalement, ça fait sur notre formule d'appel un petit déjeuner pour 10 personnes. Alors messieurs, maintenant qu'on a un peu mieux compris... Je crois qu'on avait une dernière question. Ah bien sûr, bien sûr. C'était juste savoir quelle était la part de ton chiffre d'affaires qui était à l'abonnement. Quelle est en gros la part de ton revenu qui est récurrente et inversement celle qui est à l'acte. Alors tout ce qui est événementiel, programme, choses spécifiques, c'est à peu près 13% de notre chiffre d'affaires, ça représente 1% des commandes. Et après, tout le reste, c'est, on va dire, la restauration livrée plus traditionnelle. Sachant qu'aujourd'hui, la répartition en 2016 chez Good Morning, c'est 65% de petits déjeuners, 25 de déjeuner et 15 de cocktails. Si je vous demandais à tous les quatre de faire une analyse un petit peu post-présentation, post-pitch de ces trois startups, en termes de la question de l'emploi, si vous deviez vous accompagner, vous les financer, vous les aider, vous les conseiller, quelles seraient quelles sont votre enthousiasme ou vos éventuelles réserves, messieurs? Mêlez-vous. C'est pas facile, c'est pas facile, mais c'est aussi l'objet de l'exercice. C'est sympa de vous entendre. Oui, bien sûr. En fait, les trois startups sont vraiment à des stades très différents. Donc effectivement, pour l'économie, par exemple, il faudrait
faire un petit état des lieux, voir où tu en es, etc. Est-ce que ton modèle peut-être est exportable, ou est-ce que au contraire tu souhaites consolider ta position? Bon, la beauté c'est un peu plus simple pour moi, parce que je sais où elle en est aujourd'hui, c'est clairement lancer sa première boutique, vraiment, et puis si ça marche bien, se refinancer, etc. Derrière, peut-être un deuxième tour de table. Et puis, Good Morning, du coup, là, je pense qu'il y a une grosse notion, c'est pas du tout une réserve, hein, il y a un niveau de stratégie. C'est vrai que pour l'instant, tu te cantonnes, mais c'est pas négatif du tout à l'Île-de-France, et pas pareil l'Île-de-France. Donc là, ça serait vraiment de voir, nous, comment, en tout cas, dans mon cas, comment on pourrait t'accompagner sur d'autres villes et à l'international, parce que je sais qu'à l'international, pour avoir une bonne expérience des entreprises que tu as citées tout à l'heure, on voit comment tu pourrais dupliquer ton modèle dans d'autres grosses villes européennes. Plaisir pour en discuter. Parfait. D'autres réactions, commentaires sur les analyses par vous de ces trois exemples, qui sont très différents l'un de l'autre, effectivement, en termes de marché, de maturité? Oui, en effet, c'est des business models différents, c'est des maturités différentes. Enfin, moi, je suis assez admiratif des présentations que j'ai entendues. Il y a 2 boîtes qui fonctionnent bien déjà, et puis une qui va se lancer. Et pour celle qui va se lancer, je dirais juste, investissez bien sur en marketing et en com, quoi. Donc il y a l'aspect communautaire, mais il faut jouer sur du bouche à oreille maîtrisé, travailler, quoi. Donc il y a la presse aussi, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas, je pense que l'essentiel des moyens maintenant, il faut les mettre là-dessus. Je crois que c'est ce que vous avez prévu d'ailleurs. Parce que je pense que c'est ça qui fera la différence. En tout cas, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et vraiment. Aucune réserve en tant qu'investisseur potentiel? Non, alors c'est vrai que par rapport à nos activités, on ne va peut-être pas investir tout de suite dans les entreprises en question. Par contre, ça m'intéresse pour les petits déjeuners. Mais donc je peux être client. Et puis, tout le monde a besoin de crème, y compris quand on est chaud. Vas-y. Les clients agriculteurs ont besoin de beaucoup d'énergie. On peut peut-être poser ça. Moi, je suis toujours très impressionné quand je vois des pitchs d'entreprises comme ça qui démarrent ou qui ont déjà des réussites à leur actif. Donc, je trouve déjà toujours ça très rafraîchissant, très stimulant. Et je suis bien content, je remercie les organisateurs qu'on n'ait pas voté entre les trois startups, parce que ça aussi c'est très désagréable quand on voit des pitchs comme ça, puis qu'après on vous dit, vous devez classer. Donc là on a échappé à cette épreuve. Après, alors sur les entreprises, moi ce qui me frappe, c'est la différence de l'approche géographique, effectivement, entre l'entreprise qui pour l'instant est focalisée sur Paris-Île-de-France, l'entreprise qui démarre tout juste mais qui a déjà une vision internationale très forte. Et là je pense qu'il y a un enjeu, là je reviens à ma boutique, mais un enjeu de propriété industrielle qui effectivement est majeur, à la fois en termes de marque et de brevets, parce qu'à l'étranger, peut-être plus qu'en France, le fait d'avoir des brevets, de montrer qu'on a de la propriété industrielle est très apprécié, sinon très demandé. Aux États-Unis, il y a plein de startups qui ont, sur le plan techno, qui sont assez creuses, mais qui ont patent pending. Et patent pending, ça veut dire qu'il y a d'ailleurs in fine, un certain nombre vont se voir refuser leur patent. Ils ne l'auront pas. Mais le fait d'avoir une patent pending, on n'est pas passé forcément d'avoir la patent, le brevet délivré, donne de la crédibilité vis-à-vis de l'environnement. Et donc je pense que dans une vision internationale, effectivement, il est important d'avoir une démarche propriété industrielle forte, et sans doute beaucoup plus qu'effectivement quand on est dans des enjeux plus de logistique et de marketing, comme peut l'être le good morning. Après, on est dans une situation, je dirais, intermédiaire au plan géographique sur la plateforme, mais j'ai compris qu'il y avait aussi une ambition d'internationalisation qui me paraît là aussi effectivement utile, sous peine d'avoir un concurrent allemand ou belge ou des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont très actifs dans le monde agricole, qui ait fait la même chose et qui, à partir d'une base nationale assez forte, se dit tiens, je vais étendre mon modèle en France, parce que finalement, quand on descend les fleurs des Pays-Bas, on peut en même temps descendre pas mal de choses et donc on est dans des cas. Allez, Olivier, un commentaire. Félicitations aux organisateurs, effectivement, pour les entrepreneurs qui sont venus. Pour les trois projets, ce que j'adore, c'est la vision et la mission que vous avez su, que vous déployez, qui est une colonne vertébrale de votre projet et qui sert, et c'est probablement un message pour tous ceux qui ont envie de créer, c'est travailler sur votre mission, sur la mission de votre entreprise, sur sa raison d'être, parce que l'entrepreneuriat c'est difficile et donc il faut avoir cette colonne vertébrale pour faire des arbitrages, prendre des décisions, savoir traverser des moments difficiles et il y en a. Et donc bravo parce que
fait ça, je vais aller 2 secondes. Ce que j'adore chez Good Morning, c'est ta résilience. 6 ans autofinancé, c'est le chapeau. Beaucoup de gens seraient découragés et arriver à 2 millions de chiffre d'affaires en étant autofinancé, c'est un beau résultat. Ce que j'adore chez Economy et Paolin, c'est la profondeur du marché. C'est quelque chose qui paraît tellement gros, on se dit, mais comment ça se fait qu'en 2014 uniquement, la première marketplace sur ce sujet soit arrivée, et donc l'opportunité semble énorme et hyper attirante. Et comme je te disais tout à l'heure, si j'avais pu investir un jour, j'aurais adoré. Tu ne m'as pas proposé. Et ce que j'adore chez La Beauté, c'est la dimension R&D, qui est une forme de barrière où il y a une innovation, il y a quelque chose d'unique, il y a un avantage unique. Et c'est aussi ce qu'en tant qu'investisseur, ce sur quoi j'investirais, en plus bien sûr de la mission de la raison d'être. Voilà, bravo Gontran. Il nous reste juste quelques minutes, toute petite, 8 ou 9 minutes. J'aimerais terminer avec vous trois. Vous nous disiez en fond quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais donné dans votre aventure de start-upper, et puis peut-être celui que vous aimeriez donner à tous ceux qui, puisque tu as évoqué le fait qu'il y a 2 ans tu étais dans cette salle et qu'il y a 4 ans, je ne sais plus combien, et maintenant c'est à eux de jouer. Donc celui qu'on vous a donné qui a été le plus utile et celui que vous aimeriez donner chacun aujourd'hui. Alors, moi, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est occupe-toi de tes clients. Et ne pense qu'à tes clients, et encore tes clients, et encore tes clients. Donc c'est vrai que le projet, la philosophie, etc., tout ça c'est bien. Nous, on a construit Good Morning, on a affiné les offres, on a affiné les tarifs, on a affiné les services qui allaient avec, en fonction vraiment d'une qualité d'écoute et d'une adaptation par rapport à ça. Et c'est le conseil que je voudrais donner aujourd'hui à tous ceux qui veulent se lancer. Client. Lucille ? Ouais. Alors c'est un petit peu difficile de se positionner, je vais vous donner des conseils, je ne voudrais pas paraître un peu présomptueuse, mais moi ce qui a été hyper important pour moi, c'est la personne qui m'a dit n'écoute pas ceux qui te disent que c'est impossible, parce que les premières fois, c'est vrai, quand j'allais voir des investisseurs, ils me disaient mais Lucille, tu comprends, tu es une fille, tu es jeune, tu fais des crèmes, c'est pas très sérieux tout ça, prends un job chez L'Oréal, tu seras mieux. Donc vraiment ne pas écouter ceux qui vous disent que c'est pas possible. Par contre, prendre les conseils quand on vous challenge et que c'est pertinent et que ça fait sens, vous nourrir de ça. Et voilà, et surtout croire dans vos rêves parce que c'est génial de pouvoir faire quelque chose qui nous passionne au quotidien et c'est une vraie chance. C'est pour ça que j'ai vu sur votre site un super slogan. C'est pas Dreams Come True, c'est Creams Come True. Ouais, absolument. C'est formidable. Ouais. Non, mais en plus, c'est votre slogan. Ouais, absolument. Et ça vient de là. C'est pas facile à dire, bravo. Non, mais oui, des années de boulot, quoi. Mais simplement, vous l'avez trouvé justement parce que vous avez compris qu'il fallait vraiment rêver grand pour y arriver et qu'il fallait pas écouter tous ces gens qui disaient que ça ne c'est venu de cette idée, de tous ces gens qui disaient ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras pas ou pas? Finalement, ça donne beaucoup, c'est un sens supplémentaire, là que vous me soufflez, parce que pas vraiment. Non, c'était vraiment, je me suis nourrie de mes clients, de mes testeuses, qui me disaient, mais la crème de mes rêves n'existe pas, je n'arrive pas à la trouver, et nous, on est capable de la créer. Donc ça venait de ça à la base, mais effectivement, ça fait écho aussi à mon parcours et Au parcours. Paolin, best advice ever given. Tu as un peu tout résumé. Moi, ce que j'allais vous dire, c'est que la première barrière à l'entrepreneuriat, je pense, c'est on se la met nous-mêmes en fait. C'est des barrières psychologiques que chaque petit jeune entrepreneur peut se mettre dans leur tête. Et il y a 2 ans, 3 ans, quand je commençais à réfléchir à créer mon entreprise, il y avait plein de sujets qui pouvaient me pousser à ne pas lancer ma boîte. Ah ouais, c'est plus simple d'aller trouver un job et d'avoir son CDI. Ça rassure maman d'avoir un job tout de suite, parce que nous on sortait de l'école. Et en fait, je pense juste que faut se donner les moyens d'entreprendre. Si vous avez une bonne idée, vous arrivez à la confronter auprès de clients potentiels, auprès de potentiels copains qui peuvent vous aider à la challenger, faut lancer votre boîte. Faut pas hésiter en fait. En France, on a toutes les cartes, toutes les armes pour réussir à monter sa boîte et être accompagné dans les meilleures conditions pour transformer une idée en un concept qui marche et des clients qui payent. Donc c'est juste le seul conseil que je peux vous donner, c'est
tous les rêves que vous pouvez avoir, toutes les idées que vous pouvez avoir, il faut les confronter avec d'autres, il faut réfléchir, il faut travailler. Et si vous avez vraiment envie d'entreprendre, il faut le faire. Il ne faut absolument pas hésiter et se dire je le ferai dans 5 ans, je le ferai dans 10 ans. Il faut juste se dire c'est le moment, et si vous êtes sûr de vous, il faut juste se lancer. Et après, que ça marche ou que ça ne marche pas. Enfin, moi j'ai lancé une boîte en 2011, je me suis cassé la gueule comme un con. C'est le jeu. Et j'ai remonté avec l'économie. Aujourd'hui, c'est une boîte qui se lance bien. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il n'y a pas de blâme à porter à ceux qui ne veulent pas entreprendre. Mais ceux qui souhaitent entreprendre, qui ont une bonne idée, il ne faut absolument pas hésiter. Et après, je vais prêcher pour ma paroisse, mais tous ceux qui sont intrapreneurs et qui souhaitent entreprendre dans une entreprise, on recrute 20 talents chez Agriconomie. Donc voilà, ceux qui veulent lancer leur boîte, lancez votre boîte et lancez-la en France. On a beaucoup d'institutions, on a la BPI, on a l'UMA, on a les banques qui sont très conciliantes aujourd'hui, on a plein d'institutions, plein d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui seront là pour vous accompagner. Donc n'hésitez surtout pas à lancer votre boîte en France. Et ceux qui ont envie d'entreprendre mais qui n'ont pas envie d'être chef de leur propre entreprise, ils peuvent venir chez Agriconomie. Il y a au moins 20 places. Il y a au moins 20 places. Un très grand merci à tous. Un dernier mot par dernier mot, vous avez peut-être remarqué l'absence de Thierry Mandon qui devait conclure cette réunion. Désolé, il était annoncé. Il y en a un petit mot comme quoi il avait un empêchement, donc il nous a prié de s'excuser auprès de vous. Merci à tous et bravo à vous.